Second invité, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour. Bonjour. Chercheur qualifié et FNRS en sciences biomédicales à l'Université de Liège, vous cherchez à développer, pour résumer, de nouveaux traitements pour le cancer, mais votre questionnement sur le fonctionnement du cancer remonte à très très longtemps. Donc c'est vraiment une question qui vous taraude depuis longtemps. Oui, en effet. Donc, moi, c'est à la fin de mes études secondaires, j'ai vite été intéressé par le domaine de la santé. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans le domaine du cancer, c'est la capacité d'adaptation en fait, des tumeurs et des cellules cancéreuses. Et le fait que c'est une maladie qui se développe et qui s'adapte en fait, à peu près tous les traitements actuels. Et puis il faut dire aussi que vous avez vécu le décès d'une très proche, oui, c'est ça, oui. Qui, je pense, a encore boosté votre questionnement. Oui, ça arrivé à un moment clé. Je pense que c'est quelque chose auquel on est tous confrontés à un moment. Donc, un proche qui est atteint d'un cancer, qui est diagnostiqué d'un cancer. Moi, ça m'est arrivé à la fin de mes études secondaires, de mes études universitaires. Et donc, c'est vrai que ça a orienté la voie de mon doctorat vers la recherche en cancérologie. Oui, c'est sûr. Pourquoi les cellules cancéreuses s'adaptent, au fond, de manière guerrière? Exactement. Donc, c'est la question fondamentale, finalement. En tout cas, c'est le problème que nous, on a décidé de traiter. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte que des traitements, il y en a, des traitements qui fonctionnent. Il y a la chimiothérapie, c'est très efficace, immunothérapie. Le problème, c'est que c'est efficace pendant un certain temps. Et alors, à un moment, pour une raison X ou Y, on a des cellules cancéreuses qui vont s'adapter et qui vont devenir résistantes au traitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est de comprendre ça. Vous vous êtes occupé, si j'ose dire, de pas mal d'organes atteints du cancer, et vous avez commencé par la prostate. Oui. Qui est un cancer que l'on connaît bien. Et à un moment donné, vous êtes aperçu que ces fameuses cellules produisaient leur propre cholestérol. Allez, explication. Oui, c'est ça. Donc, pendant mon postdoc, je suis parti à l'étranger, et c'est vrai que là, on s'est intéressé au cancer de la prostate, qui est vraiment un exemple type d'une adaptation réussie, si je peux dire, des cellules cancéreuses. Oui. Donc, en deux mots, les cancers de la prostate dépendent des hormones mâles, donc des androgènes. Et un des traitements principaux du cancer de la prostate, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si bien traité à l'heure actuelle, c'est qu'on peut faire de l'hormonothérapie. Donc on peut empêcher les cellules cancéreuses d'avoir accès à ces androgènes, donc à ces hormones. Seulement, ce qu'on a remarqué, c'est que les androgènes proviennent, pour faire simple, du cholestérol, et que certaines cellules cancéreuses, à un moment, vont se mettre à synthétiser leur propre cholestérol, du fait qu'elles ne seront plus impactées par la déprivation en androgènes. Et donc ça, c'est vrai que c'est une stratégie d'adaptation qui a beaucoup dirigé ma recherche actuelle et je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là-dedans. Alors maintenant, vous êtes, si j'ose dire, sur le poumon. C'est ça. Hein? Alors comment est-ce que vous parvenez à piéger, si j'ose dire, ces cellules cancéreuses? Donc en fait, le concept reste très simple. Enfin, c'est le même. On s'est dit, certaines cellules cancéreuses ont un avantage. Voilà, on voit d'ailleurs... Voilà. Et nous, on s'intéresse particulièrement aux lipides, donc aux graisses. On sait qu'il y a des centaines et des milliers de molécules de type de graisse. Oui. Et donc maintenant, ce qu'on étudie, c'est des cancers du poumon qui sont agressifs, non agressifs. Et on s'est rendu compte que les cancers du poumon agressifs avaient une composition en graisse bien particulière. Et donc, comme je disais, le concept reste assez simple, c'est d'identifier ce qu'on appelle des vulnérabilités métaboliques. Donc, si elles ont besoin de ces graisses qui leur confèrent un avantage, elles vont devoir les produire. Pour les produire, elles vont avoir besoin d'autres molécules, elles vont avoir besoin d'enzymes particulières. Et donc, ça ouvre la voie à cibler ces mécanismes de synthèse de ces graisses particulières qui, on l'espère, vont affecter ces cancers agressifs et leur permettre de les empêcher de progresser, voire de les faire régresser. Il y a du bleu, du vert là, dans l'image. Oui. Donc ici, c'est typiquement une image représentative. C'est en collaboration avec des chercheurs de la KU Leuven, où on montre en fait un type de graisse particulier. Donc là, ce que vous observez, c'est une molécule dans des coupes de poumons. Et les parties qui sont bleues, c'est là où il y a très peu de cette molécule. Et les parties qui sont plus jaunes, vertes, c'est là où il y a une accumulation de cette molécule. Et en fait, on s'est rendu compte que cette accumulation de cette molécule particulière correspond vraiment parfaitement à la forme et la disposition des tumeurs dans le poumon. Est-ce que bientôt, il y aura des traitements aussi en fonction du profil génétique de la personne? Oui, alors les thérapies ciblées, ça existe déjà dans certains types de cancers, notamment c'est très connu dans le cancer du sein.
Mais je pense qu'on évolue vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc on essaie de développer des modèles précliniques de plus en plus pointus, où on essaie d'assembler au maximum de mutations génétiques qui sont représentatives d'une population humaine, pour pouvoir voir si ces mutations génétiques vont conférer des avantages particuliers qu'on pourrait penser cibler par la suite. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des collaborations interdisciplinaires dans les avancées pour le cancer? Parce que vous êtes membre du GIGA, oui. Où justement l'interdisciplinarité est reine. Alors, pour moi en particulier, je pense pour la communauté scientifique en général, c'est un énorme avantage et c'est vers là qu'on évolue. On ne peut pas tout faire tout seul. À l'heure actuelle, la science évolue tellement vite, les technologies, qui fait que je pense que les collaborations, et encore plus maintenant avec Internet, on a accès facilement à des collaborations internationales. Donc ça ne peut être que bénéfique pour la science. Et en tout cas, nous, dans notre équipe, c'est ce qu'on prône le maximum. Des collaborations internationales qui vont apporter un plus et surtout nous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans notre recherche. Dans votre équipe, vous avez des chercheurs un peu du monde entier, si j'ose dire. Vous avez même un chercheur chinois. Tout à fait. Vous avez été un colloque avec lui, vous m'avez dit, en Chine. Alors aujourd'hui, géopolitiquement, la situation avec la Chine n'est pas évidente. Entre chercheurs, puisque là vous travaillez dans le même labo, comment ça se passe entre chercheurs? Je pense qu'il n'y a pas en tout cas de mon point de vue personnel, il n'y a pas d'a priori géopolitique. Et c'est plutôt de se dire qu'il y a des gens brillants partout sur Terre, peu importe leur origine, et nous, on essaye de travailler avec les gens les plus brillants possibles, et qui veulent bien travailler avec nous aussi. Vous faites de la recherche, évidemment, fondamentale, mais j'ai visité votre laboratoire, vous êtes vraiment avec des cliniciens, avec des oncologues. On a l'impression que vous travaillez un peu main dans la main, alors que vous, c'est le fondamental. Ça aussi, on essaye d'ouvrir, on essaye de maximiser au plus possible les collaborations avec les médecins, pour deux raisons. Parce que je pense que les médecins sont à la base des questions. C'est eux qui savent nous diriger pour dire ce problème-là est important, ce problème-là peut-être n'est plus d'actualité. Et je pense que les médecins, à contrario, ont besoin de nous aussi pour qu'on puisse leur indiquer, comprendre vers quel traitement futur on pourrait évoluer. Donc effectivement, c'est ce qu'on fait au GIGA, on essaie de s'intégrer au maximum avec J'imagine aussi que les nouvelles technologies vous aident beaucoup, l'imagerie métabolique, etc. Vous êtes avantagé, vous, aujourd'hui, par rapport aux chercheurs des années 60-70. Oui, on peut voir ça comme ça. Maintenant, je pense que chaque époque a son lot de problèmes et de freins. Quel est votre lot de problèmes, à vous, pour le moment? Je pense qu'ici, les technologies se développent, donc on va de plus en plus loin, mais bon, on n'arrive toujours pas à guérir les cancers. Donc ça veut dire qu'on a toujours des freins aussi dans la recherche. Oui. Maintenant, au niveau des technologies, comme je dis, c'est très lié aussi aux collaborations. Parce que c'est des instruments qui sont à la pointe, mais qui sont aussi très coûteux, les analyses sont très poussées, donc on ne peut pas faire tout seul, encore une fois, c'est ce que je répète, et que c'est là qu'on va chercher un peu des compétences et de l'expertise pour pouvoir tous ensemble essayer d'avancer dans la même direction. Dites-moi, quelles sont pour vous les deux qualités indispensables pour un chercheur, et qui sont les vôtres, évidemment? Alors, je ne sais pas si elles sont les miennes, mais je dirais la persévérance. Parce que, bon, c'est pas facile, on a souvent tort, on a très souvent tort, en fait, beaucoup plus souvent que d'avoir raison. Et je pense la créativité, et j'irai même plus loin, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. C'est-à-dire C'est-à-dire que, bon... concrètement, pour vous? Voilà, si on a une idée qui peut sembler à première vue un peu farfelue, mais qu'on est convaincu qu'il y a du potentiel, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est là où les plus grandes découvertes, je pense, se sont faites. C'est là où on ne s'y attend pas. Donc, je pense que la qualité aussi première d'un chercheur, c'est d'être créatif. Bon, d'être pas complètement, je ne dis pas complètement farfelu, mais de croire en ses idées, et de tout faire pour y arriver, en fait. Ça, c'est une merveilleuse liberté que vous avez quand même en Belgique, en étant un chercheur qualifié. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est quelque chose j'ai beaucoup de chance d'avoir ce poste où on a vraiment une liberté. Après, il y a d'autres contraintes. On a des responsabilités de management au niveau des équipes, une pression financière aussi, parce qu'évidemment, la recherche coûte très cher. Donc c'est toujours la recherche perpétuelle pour nous de financement, et puis d'essayer d'attirer les bonnes personnes. Tous les chercheurs me le disent. Comme quoi, c'est vrai. Mais voilà, et puis aussi le fait de chercher les bonnes personnes qui vont correspondre à mettre en place les idées qu'on partage dans l'équipe.
Un jour proche ou lointain, avec les avancées extraordinaires de la recherche, est-ce que le cancer sera vaincu, faute de combattants de ces fameuses cellules? Alors évidemment, je ne peux pas dire que je n'espère pas, j'espère. Maintenant, vaincu, c'est une façon de voir les choses. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. On a des traitements actuels qui fonctionnent. Notamment, on a eu la grosse percée de l'immunothérapie, où là, effectivement, il y a des cas de rémission totale. Maintenant, ce qu'on doit, je pense, envisager dans un plus court terme, c'est de maximiser le potentiel de ces thérapies. Donc de mettre les patients et surtout les tumeurs dans des conditions qu'elles ne pourront pas échapper et produire des résistances. Combien d'années il faudra encore? Je pense que ça, c'est difficile à dire. Vous pourrez être tranquille? Moi, j'ai toujours dit, et j'essaie de dire ça aussi aux jeunes de mon équipe, que si un jour je me rends compte que mes recherches ont directement ou ont indirectement contribué à améliorer l'efficacité d'un traitement particulier ou à sauver une vie, je pense que je serais content. Merci Arnaud d'avoir été mon invité. Merci. Et vous, bien entendu, vous pourrez revoir toutes ces conversations avec ces chercheuses et ces chercheurs sur les sites de la Libre, de la DH et de l'Avenir. Portez-vous bien, à mercredi prochain.